Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce nouvel épisode. J'ai un invité aujourd'hui, encore une fois, de marque. On essaye d'amener des invités qui ont des choses à dire, mais surtout qui sont des profils très très inspirants. Et là aujourd'hui, j'ai un invité qui est un créateur vidéo les plus productifs du game, spécialiste du storytelling format vertical dans le monde du sport. Il met en avant tout type de sport et essaye de vulgariser ça via des montages dont il a le secret. Samy, bonjour. Salut Comment Arthur, vas-tu? ça va? Merci de me recevoir. Bonne table, on est bien reçus. On a du thé, on a tout ce qu'il faut, donc je suis bien. Ah, et la table de l'insertion est solide et avant toi, il y a pas mal de profils aussi qui sont passés. Merci d'avoir accepté aussi parce que je sais que tu es très productif et pour moi, en tout cas, c'est un plaisir parce que déjà, je voulais faire cette première aparté. Tu es un profil jeune qui est déjà bien implanté dans le monde du sport. Tu nous expliqueras aussi un peu le parcours, parce que ce n'était pas le cas au tout début. Pas du tout. Comme quand on se lance, on a envie d'être un peu partout à la fois et au final, on est nulle part. Mais tu as ce profil très jeune qui fait déjà des choses ultra qualitatives. Alors, j'imagine pas ce que ça va être dans 10 ans, mais moi, une des premières choses que je voulais te demander, comme je fais souvent, c'est raconte-nous un petit peu ce parcours pour qu'on comprenne du coup qui est Samy et tout de suite qu'on décortique comment t'en es arrivé là aussi rapidement. Ok. Si tu veux, je te fais le parcours scolaire assez rapidement. Du coup, moi, j'ai grandi dans le 91. J'ai fait un bac ES à ce moment-là. Ouais. Je sais que c'est plus exactement les dénominations actuelles. En tout cas, voilà, j'ai fait mon bac économie et sociale. J'avais fait je visais une école de commerce en sortant de la terminale, la même que mon frère. J'avais pas trop de décision sur ce que je voulais faire, donc la même école de commerce que mon frère. J'ai loupé les concours, je t'avoue que ça a un peu détruit plein de trucs dans ma tête parce que je pensais que j'allais faire tout comme mon frère. J'ai fait une année de fac. Ensuite, j'ai refait ce concours d'école de commerce, donc j'ai redoublé entre guillemets une année et je suis enfin passé du coup dans cette école, l'IESEG à Lille. Salut à vous. Du coup j'ai fait cursus classique en école de commerce, master en data management. J'ai un master en data que je n'utilise pas vraiment. Mais avant ça du coup, toi déjà juste pour la partie avant bac, toi tout de suite tu avais une appétence particulière pour un domaine précis ou tu as été purement parce que tiens, mon modèle, mon frère, j'y vais non, j'avais totalement une appétence parce que mes parents sont entrepreneurs. Okay. Mes parents ont une boîte dans l'agroalimentaire et je t'avoue que le schéma du début, c'est mon frère, il va reprendre la partie du boulot de mon papa et moi, je vais reprendre la partie du boulot de ma maman et ça va être ce qui va se passer. Magnifique. Au final, mon frère n'est pas dans la boîte, je ne suis pas dans la boîte, on a chacun fait notre chemin, mais on avait quand même cette appétence à entreprendre, tu vois. Ouais. Avec les vidéos sur Internet, j'ai toujours voulu le faire, j'ai toujours été consommateur, j'ai toujours kiffé les vidéos sur Internet et ça a été seulement réel quand j'ai rencontré quelqu'un qui le faisait dans mon lycée. Je venais pas de Paris, à ce moment-là je suis au lycée à peu près en 2014, ça reste encore des aliens les gens qui font des vidéos sur Internet en 2014 et donc j'avais cette envie, mais pour moi être youtubeur c'est être un alien. Seulement en voyant quelqu'un dans mon lycée qui est créatrice à ce moment-là, je fais ok, c'est réel, il y a quelqu'un qui est réel qui en fait. Donc ça a commencé à faire mûrir la chose et c'est seulement en 3e année d'école de commerce que j'ai commencé à vraiment le faire parce que je me suis dit Coco, tu vas bientôt arriver sur le marché du travail, si tu veux lancer ton projet, il faut y aller quoi. C'est ça, et en général on n'anticipe pas assez souvent ces points-là. Tu vois, si on fait des écoles parce que toi en l'occurrence ton frère, mais on a un modèle quelque part, ou en tout cas on a l'ami au lycée qui est en tout cas qui a choisi cette école-là, mais sans grande conviction finalement. Ouais, totalement. Et au final, tu arrives après le master, tu regardes à gauche à droite, qu'est-ce que je vais faire, et au final, t'es nulle part. Toi, en termes de personnalité, est-ce que tu étais déjà comme aujourd'hui? Tu vois, très démonstratif, vivant. Si je peux appeler ça comme ça. Oui, soyez honnête, j'ai toujours été comme ça. C'est une partie de ma personnalité de partager, d'échanger, de raconter des histoires. Plus aujourd'hui, je fais des vidéos qui marchent, entre guillemets, ou des vidéos qui
qui intéressent du monde. Ouais. Plus quand je regarde dans le rétroviseur, plus c'est des choses qui sont vraiment alignées avec les valeurs que j'avais quand j'étais gamin. Raconter des histoires autour d'une table et partager des choses inspirantes qui font marrer X, Y ou Z, bah, c'était vraiment l'essence de ce que j'avais quand j'avais 10 piges autour de la table avec ma famille, tu vois. Ok, ça veut dire, ouais, t'étais. Ah, mais totalement, genre, pour te donner l'idée, à la fin du grand repas de famille avec tout le monde, on savait qu'on avait Samy qui allait refaire le dernier sketch qu'il avait vu de Gad Elmaleh, de Jamel, de ceci, cela. Il y avait les 10 minutes de j'ai l'attention, je le fais du mieux que je peux, j'essaie de faire marrer la famille, et c'était donné, tu vois. Il y a une partie de moi, ça j'en ai jamais parlé sur internet, mais il y a une partie de moi où je voulais faire du stand-up, devenir comédien. J'ai fait du théâtre et bon, j'ai laissé ça derrière moi, mais oui, il y a une partie de moi qui a envie de monter sur scène. J'en ai déjà parlé à des humoristes et peut-être que c'est quelque chose dans un chapitre de ma vie que je reprends plus tard, tu vois. Mais je pense parce que j'ai pas évoqué quelque chose. Tu as quel âge, Samy? Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Ok, donc 28 ans, pas encore trentenaire et déjà un parcours assez conséquent qu'on va voir ensemble. Toi, du coup, là, tu m'as dit que tu as commencé en 3e année d'école. Ouais. C'était quelle période, quelle année ça? 2016, c'est quand il y a 7 ans aujourd'hui. Ça fait 7 ans de carrière aujourd'hui sur Internet. Je dis tout le temps. Et du coup, ça veut dire, toi, tu commences, tu étais dans quelle école? Toujours IESEG? Donc, j'étais à l'IESEG, ouais, à ce moment-là. Ok. Pour quel data management? Ouais, un master en management à ce moment-là. C'est vers la fin que tu te spécialises sur les 2 dernières années pour ton master. Ouais. Et de toutes les manières, je savais que je voulais faire des vidéos sur Internet. Et voilà, je me suis dit, c'est le moment de démarrer. Ça me permettait de gratter des stages, parce qu'à partir du moment où tu es en 3e année d'école et que tu sais monter une vidéo, t'as déjà beaucoup de valeur par rapport à d'autres gens pour gratter un stage. Et surtout en 2016. Parce qu'aujourd'hui, monter une vidéo, ça s'est démocratisé. En 2016, tu sais monter une vidéo, t'es un peu un ovni aussi, tu vois. Ouais. Et en plus, c'était des stages de combien de temps, ça? Ouais, tu sais, c'est des stages de 2-3 mois. Tu commences les premiers stages. Formé, quand même, voilà, tu vois. Mais disons que il y a du monde, tu vois. Je me suis dit ça en 3e année en étant dans mon amphi. Ok, dans 2 ans, on est tous sur le marché du travail. Je regarde à droite, je regarde à gauche. C'est marrant parce qu'en première année, on est classé dans mon école. J'étais exactement 242e, donc grosso modo, l'élève moyen. Je regarde à droite, je regarde à gauche, on est 500. Et je me dis, ok, des écoles comme ça, grosso modo, après avoir un peu de temps, je me rends compte que les écoles de commerce, elles se ressemblent un peu toutes. Bah voilà, je suis milieu du pack sur cette école et il y en a 20 des écoles exactement comme ça, sans compter les facs, sans compter les IAE, sans compter ceci, cela. Je me suis dit, il faudrait peut-être quelque chose pour me différencier et du coup, ça a été la vidéo, Internet, quoi. Ok, parce que là, quand tu me dis que t'étais élève moyen par quoi? Parce que t'avais pas envie de... Ah non, j'essayais vraiment. Quand même. Non, l'école était vraiment pas pour moi parce que je l'essayais. Moi, j'aimais l'école m'aimait pas. J'essayais, j'étais souvent assis au premier rang. Alors jusqu'au lycée, voilà, je suis l'élève. Voilà, je reste qui je suis. Je kiffe parler, je kiffe passer du bon moment avec mes potes. Ouais. Oui, je fais pas trop gaffe à l'école. Mais vraiment, j'ai aimé mes études en école de commerce. Je kiffais ce que j'apprenais. J'étais souvent au premier rang. J'essayais vraiment de tirer le plus possible de cette fenêtre d'apprentissage, tu vois. Et c'est juste que j'étais pas très bon à l'école, tu vois. Je bossais beaucoup à côté et je voyais des gens dans mon école de commerce qui avaient vraiment plus de facilité. Je me rendais compte, on bosse pas les mêmes heures, l'info elle rentre mieux dans sa tête, le système rentre mieux dans sa tête à lui qu'à moi. Et j'essayais et voilà. Et quand tu disais tu bossais beaucoup, tu parles de la vidéo ou pas encore? Non, je te parle scolairement. Ouais. Je te parle scolairement. Après, je bossais beaucoup, bien sûr, quand je suis rentré dans mon monde des vidéos. Mais non, scolairement, je bossais beaucoup, ouais, au début. Et ça prenait pas au point d'être j'étais un élève moyen, quoi. Ouais, j'étais un élève moyen. Moi, je dis toujours l'exemple. Donc, j'avais loupé mon école de commerce en terminale, j'avais loupé mon concours. Ouais. Et donc, j'ai fait une fac, mais même cursus, tu vois, un IUT, GEA, donc gestion, entreprise, administration. On fait de la compta, on fait de la fiscalité. Et donc, j'arrive en école commerce pour la première année. Donc, entre guillemets, je redouble, tu vois. Ouais. Et je commence les cours, je me rends compte, ok, c'est exactement les mêmes cours. Il y a de la compta, il y a de la gestion, il y a des maths, il y a ceci, il y a cela. Je fais trop bien. La 2e année, c'est l'échange universitaire. Donc, je vais défoncer tout le monde. Je vais avoir des super notes parce que j'ai déjà fait le programme. Je vais défoncer les cours. Je vais avoir un bon classement. Je vais pouvoir partir à l'étranger, aller quelque part de génial et tout.
Ben, j'ai charbonné, j'ai fini 242e sur 500 alors que j'avais un an d'avance, tu vois. Et vraiment, j'étais pas très bon, tu vois. J'étais pas très bon en cours et voilà, je finis milieu du pack, même avec un an d'avance. Et du coup, bah, ça t'a peut-être un peu découragé. Et là c'est là où la vidéo commence à rentrer. Non, ça m'a pas découragé. Je savais juste, ok, bah, il faut que je bosse plus à l'école que les autres. C'est le jeu. J'ai pu faire un bel échange universitaire quand même. Je n'avais pas besoin d'être top de la fac. Et non, ça m'a pas découragé. Mais je me disais, enfin, je viens du sport, tu vois. Donc, l'éthique de travail, je sais que si la valeur éthique de travail ne paye pas aujourd'hui, la valeur éthique de travail, elle paiera demain. Et aujourd'hui, j'en gagne parce que la valeur éthique de travail, elle paye pour mes vidéos. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je suis un des seuls créateurs qui peut se poser encore devant ses montages pendant des heures, qui peut encore sortir autant de contenu aussi fréquemment. Et ça vient de... Voilà, c'est de l'éthique de travail. Elle n'a pas payé à l'école, c'est pas grave. Ok. Et là, pour amorcer un petit peu sur la vidéo, comment ça te... Parce que tu m'as dit que tu y pensais déjà depuis longtemps, mais comment t'es passé de je réfléchis à ou je me projette bien dans ce métier-là à je me lance pour faire ma première vidéo. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas mal, ça. Alors, bah, comme je te disais, j'ai fait mon échange universitaire en 2e année. Ouais. J'ai kiffé ma vie. Alors là, voilà, je me suis dit, ça c'est le moment où tu kiffes ta vie. J'ai fait la fête, j'ai voyagé, j'ai Où es-tu allé ? Je suis allé aux Philippines, plus beau pays de ma vie. Franchement, si tu n'y es jamais allé, il faut y aller. Pas encore. Incroyable, incroyable. Et donc, je suis revenu, j'ai fait, bon, tu t'es bien amusé, c'est cool. Dans 3 ans, tu es sur le marché du travail. Et je me suis mis une pression. Aujourd'hui, je revois ça, je me suis mis une pression malsaine, mais à ce moment-là, jeune comme j'étais, j'ai diabolisé le fait de sortir de l'école et d'avoir un emploi comme Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Genre vraiment. Alors qu'aujourd'hui, je vois mes potes qui sont très heureux, c'est un équilibre, ils sont très bien. Mais j'ai complètement diabolisé le fait de, si tu sors de l'école et que tu as un job, t'es naze, t'es un échec complet. Je me suis mis une pression de malade. Encore une fois, un peu comme un athlète qui doit se mettre une pression de ouf, en mode, t'as bientôt 20 ans, voilà, le moment, c'est maintenant. C'est pas, en tout cas, il y a des athlètes qui percent à 25, à 26 et à plus, mais c'est difficile, tu vois. Et je me suis mis une pression, je me suis dit, tu as une fenêtre de 3 ans et tu dois créer ton emploi toi-même, tu dois créer ta boîte, ta liberté. C'était surtout ça que je cherchais, c'était pas forcément l'argent, c'était plus la liberté, tu vois. Et je me suis mis une pression de malade pour me chercher, me trouver et trouver comment bosser. Et à partir de là, 3e année, je démarre les vidéos. Et oui, ça fait peur au début, tu vois. Même si je suis quelqu'un d'extraverti, j'ai fait du théâtre, ceci, cela, la première fois que je me pose devant une caméra, parler à un objectif, ouais, c'est chelou. Et c'est toujours chelou, tu vois. Et ça a été quoi ta première vidéo ? Ma première vidéo, c'était moi qui faisais du foot. C'était déjà juste pour apprendre à faire du montage. Ouais. Je me suis allé au stade, j'ai posé ma caméra, j'ai fait 3-4 plans, apprendre à, ok, je mets un plan après l'autre, après l'autre. Donc ça, ok, voilà, cool. Je me sens stylé à filmer un montage stylé de montage de foot, mais je savais depuis le début que je voulais parler sur Internet, donc ma 2e vidéo, c'est parler sur Internet, et pour dire aux gens que je me suis formé vraiment tout seul, c'est que ma première vidéo, je pose ma GoPro et je parle pendant une demi-heure. Ah, t'as fait ça sous GoPro ? Bien sûr, okay. Je fous la carte SD dans l'ordi et je me rends compte, bah merde, la GoPro elle a une coque waterproof, donc t'entends pas le son, et du coup bah j'avais pas de son, je fais ok, il faut que j'apprenne que la vidéo c'est de la vidéo et du son ensemble, et c'est à partir de c'est ça ma base d'apprentissage, tu vois, genre j'ai appris complètement tout de moi-même, quoi. Et c'est ça qui a fait que tu te lances aussi dans la voix off derrière tes vidéos, rien à voir. Ouais, bah, j'aime bien le storytelling, tu vois, je me suis rendu compte avec ce que je consomme, avec ce que j'aime regarder, avec ce que j'aime voir. La voix off, c'est une béquille de storytelling qui est cool et que j'utilise de temps en temps. À un moment, je l'utilisais énormément, maintenant j'essaie de l'utiliser un petit peu moins, d'avoir le bon ratio, mais ouais, j'aime beaucoup, tu vois. Ok. Et là, quand tu reviens du coup avec cette pression, tu te lances dans tes premières vidéos, ça a été quoi déjà tes premiers canaux ? Les premières vidéos, une de mes excuses pour pas me lancer, c'était « Ah, je sais pas de quoi j'ai envie de parler ». Tu vois, et à un moment, j'ai identifié que c'était pas une recherche de stratégie, c'était plutôt une excuse pour ne pas me lancer et j'avais peur du regard des autres. Je me suis dit, bah, ça, c'est une excuse. Tu t'empêches par ta stratégie de ne pas apprendre le montage, ne pas apprendre Internet, ne pas apprendre à sortir une vidéo, ne pas apprendre à tout ce que YouTube peut t'apprendre. Je me suis dit, ok, t'as pas d'idée, bah, tu vas parler de foot, c'est ce que tu aimes, tu vas parler de la NFL, tu vas parler de la NBA, l'actualité du sport. Voilà, c'est bon, ton sujet, tu l'as. Tu peux changer, tu vois. Je me suis dit, Internet, c'est une page blanche. 3 mois après, si tu changes d'idée, tu changes d'idée. Et par contre, ça, c'est une excuse de
ne pas publier sur Internet parce que tu n'as pas d'idée. Tu mets de côté tellement de belles choses que tu peux apprendre. Et donc voilà, c'était ça au début, de l'actualité du sport. Ok. Et toi, quand tu démarres, donc là, tu es sur YouTube, un petit peu sur Insta aussi? Oui, un petit peu sur Insta, mais j'étais vraiment pas bon. J'étais vraiment pas bon. C'était quand Insta, c'était de la photo. Hein. Insta ne publiait même pas de vidéos à ce moment-là. J'avais pas grand-chose à raconter sur Insta, tu vois. Donc, c'était pas des formats très longs en plus. Absolument à l'époque, pas. je crois que c'était 1 minute. IGTV. Ah non, mais je suis même avant IGTV. J'ai vu IGTV sortir, moi. Donc, c'était vraiment au moment où Insta, c'était que de la photo. Et ils ont compris qu'il fallait aller vers la vidéo. C'est ça. Et toi, ça a été plutôt intéressant, pour toi. Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a poussé à entreprendre? Moi, au-delà des parents, etc. Est-ce que, forcément, tu as fait des études, tu t'es dit, je pense, il me faut un bagage quand même, parce que on ne sait pas trop ce qu'on veut faire à 17, 18 ans. Mais est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose, un effet catalyseur finalement, tu vois, qui t'a permis de Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont poussé à entreprendre. Il y a des piliers. Mes parents que je vois entreprendre tous les jours et qui rentrent du travail tous les jours en ayant charbonné, bien sûr que c'est un pilier. Voir la première créatrice dans mon lycée qui est créatrice et elle revient au lycée même avec le jugement des autres, elle l'encaisse et elle continue à faire son business, ça me pousse à me lancer. Et un dernier pilier qui a vraiment mis cette pression, c'était mes premiers entretiens d'embauche pour choper un stage. Je galère en entretien d'embauche pour un stage payé que dalle. Un stage où je suis censé apprendre, et je galère à me faire une place dans des entreprises, et enfin quand j'ai réussi à me faire une place dans des entreprises, j'y vais, je me rends compte que je fais exactement la même chose et je suis pas forcément très bien guidé, j'apprends pas grand chose de beaucoup de monde, j'apprends par moi-même, je fais mais je préfère que ce soit mon projet en fait, si c'est pour galérer pour atteindre ce truc, pour faire 500 balles par mois, alors oui 500 balles par mois c'est quand même une somme, mais pour toucher entre guillemets si peu, et avoir si peu de perspective de faire grandir le truc, tu vois. À ce moment-là, je me dis, bon, bah, si je bosse bien, je pourrais être mon manager, tu vois. Ok, mais ça m'excite pas. Et j'apprends pas beaucoup plus en étant dans la boîte. Je me suis dit, mais je vais vraiment bosser énormément et apprendre par moi-même. Et mon plafond, il sera beaucoup moins limité, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, on va aller dans mon projet, quoi. C'est vraiment ce plafond de verre qui t'a fait quand même passer de l'autre côté. Ouais. Et perspective d'évolution compliquée dans le salariat finalement, et sky is the limit pour l'entrepreneur disons que je voyais une carrière plus linéaire dans le salariat, et je voyais une carrière peut-être plus exponentielle dans la création, et peut-être que je faisais moins gaffe aux risques, tu vois, je faisais moins gaffe parce que à ce moment-là je me disais j'étais convaincu que ça allait marcher, tu vois, j'étais convaincu que ça allait marcher. Aujourd'hui j'ai le recul de me dire putain, à cet âge-là, être convaincu que ça va marcher, quel âge là, il est chaud d'être convaincu, parce que je vois qu'aujourd'hui 90% des créateurs ils décollent pas, tu vois, et ça tu peux l'appliquer au business, hein. La majorité des business lancés ne vivent plus après 1 an. Ça c'est réel, c'est juste j'avais pas cette inconscience de la jeunesse, il faut en jouer, hein. Il faut en profiter. Tu penses que ton côté sportif a joué là-dedans? Totalement. Parce que quand tu me parles je comprends, discipline, organisation, détermination, rythme aussi. Tu vois, créer cette routine positive là, où tu vas te lever le matin et tu sais déjà ce que tu dois faire. Est-ce que toi, ça t'a... Totalement. Je pense que le fait d'être sportif dans l'entrepreneuriat ou même en entreprise, tu vois, je voyais la diff entre un manager qui faisait des sport co et un manager qui n'en a pas fait. C'est très très différent. Et en entrepreneuriat, dans mon business, ça m'a permis de décorréler le résultat de l'effort. Tu vois, dans le sport, on t'apprend très vite. Tu bosses dur à l'entraînement et il y a des fois ça va pas payer et tu dois revenir bosser dur à l'entraînement. Tu peux pas dès qu'il y a le résultat qui va pas dans ton sens, arrêter les efforts, commencer à t'apitoyer sur ton sort. L'effort à l'entraînement, c'est la base. T'es censé le faire de toutes les manières. Et pour moi, chaque vidéo, c'est de l'entraînement.
Chaque vidéo, c'est de l'entraînement. Et le match, c'est quand il y a une grosse collab, quand il y a un gros truc. Quand, imaginons, voilà, quand j'ai fait Roland Garros, c'est qu'il fallait que je raconte 12 histoires à Roland Garros en vidéo et que c'était cross-posté avec France Télévisions. Pour moi, là, c'est game day. Tu vois, c'est le jour de match. Sauf que j'ai fait tellement d'entraînement que j'y vais beaucoup plus détendu. Tu vois. Et oui, voilà, j'ai vraiment pris ça. Les vidéos chez moi, les vidéos pour moi, tout ça, c'est de l'entraînement. Et les vidéos, quand c'est des gros trucs, c'est mon game day. Et si le game day, il marche ou il marche pas, c'est le jeu. Ouais. Mais par contre, je sais que je me suis entraîné très très fort pour arriver prêt. Tu vois. Et on peut aller plus loin dans les projets futurs. Je sais qu'on va aller là-dessus. Mais voilà, mon game day de 2024, ce sera les JO. Le reste, c'est de l'entraînement. On se prépare pour être le plus prêt aux JO à performer. Quelle que soit l'accréditation, l'accès que je vais avoir, je vais pas m'apitoyer sur mon sort sur ce que je vais avoir comme accès. Mais par contre, le peu d'accès que tu vas me donner, je sais que je me suis entraîné toute l'année et je vais faire du mieux que je peux. Donc oui, le sport, ça a totalement impacté, quoi. C'est une belle... Enfin, là, c'est un bon moment là, que tu viens de me donner parce que tu as expliqué finalement toute la détermination, l'organisation, tu vois, j'en parlais juste avant, de quelqu'un qui doit performer et tu l'as imagé d'une manière assez originale aussi. Hein. Tu t'entraînes et du coup, le game day, forcément, c'est les collabs, c'est là où on te paye pour ce que tu dois faire et non plus la création de contenu où tu génères sur de l'organique, hein, finalement. Hein, tu génères via tes vues et via toi tout seul. Là, pour finir la partie scolaire, toi, tu pars au Mexique. Donc j'ai fait deux échanges. J'ai fait les Philippines en deuxième année. Ouais. Et ensuite, en quatrième année, j'avais l'opportunité de repartir. Et moi, je suis piqué de voyage. Hein. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles cultures. Si donc, tu me dis que les Philippines, ça t'a marqué... Si tu me redonnes une opportunité de partir, je repars. Donc les Philippines, c'était 1 an. Et je suis parti en quatrième année au Mexique pour 6 mois. Ouais. Tu vois. C'était 6 mois. Comme j'ai kiffé, j'ai rajouté 2 mois de vacances sur place. Mais par contre, quand je pars au Mexique, je pars pas avec le même point de vue que les Philippines. Les Philippines, j'ai kiffé ma vie. Le Mexique, j'y vais et je me dis, c'est là où tu deviens un monstre en vidéo, en storytelling. Tu fais une vidéo par jour. À partir de là, j'allais te demander, est-ce que tu as créé du contenu là-bas Totalement. J'ai laissé de côté le sport parce que je savais que le sport, ça m'intéresse, mais j'avais pas envie d'aller au Mexique dans ce cadre, dans cette culture, dans ceci, cela, et m'enfermer dans ma chambre, faire des vidéos de sport. Non. Ouais. Donc j'ai créé mon blog perso qui s'appelle Samy BBM. C'est dur à retrouver aujourd'hui, mais en gros, si tu vas sur ma page Facebook, je postais une vidéo par jour où je vloguais là-bas. Je racontais ma vie, je racontais la vie d'un étudiant étranger là-bas. Je le faisais en anglais pour que un peu tout le monde puisse comprendre. Il y a beaucoup de gens dans d'autres pays qui viennent là-bas. J'étais dans une université où il y avait des cours en anglais. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tu fais une vidéo par jour, on s'en fout d'où ça mène. Mais voilà, t'as 6 mois, tu fais un max de vidéos et t'essaies de devenir meilleur. Et c'est là où vraiment je suis devenu meilleur. Parce que voilà, je me suis entraîné tous les jours. C'est simple que ça. Waouh. Et quand tu reviens du coup en France, qu'est-ce que ça crée chez toi? Parce que là, tu vis des moments quand même à part. Tu te lances un défi, une vidéo par jour en anglais, sur la vie sur place, etc. Là, tu reviens en France. Comment tu vois la France au moment de revenir? Tu te vois en conquérant? Je me vois juste mieux armé. Tu vois, je me vois juste mieux armé. Je vois mes compétences comme une boîte à outils et je suis allé au Mexique et je reviens avec une meilleure boîte à outils. Après, je le remets au service du sport parce que je reprends mes réseaux sur le sport. Parce que ça reste... C'est ce que j'allais te demander, du coup. Pourquoi le sport? Pourquoi le sport? Parce que c'est ce qui m'a donné toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui, tu vois. Il y a des piliers. Il y a mon éducation qui m'a donné mes valeurs et il y a le sport qui m'a donné mes valeurs. J'imagine que doit y avoir d'autres trucs que j'ai pas en tête aujourd'hui, mais si tu me dis d'où viennent tes valeurs, mon éducation et le sport. Et c'est marrant, mais un projet que j'ai sur la comète, peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être que quand le sport ça me fatiguera, j'aurai fait toutes les histoires que j'ai envie de faire, peut-être que je crée un podcast avec ma famille, tu vois, genre je kifferais me poser, faire un podcast avec tous les gens de ma famille. Bon, je suis une grande famille, donc ça aide. C'est un épisode par membre de ma famille, et ça pourrait être un délire, tu vois. Mais voilà, j'ai toujours créé autour de mes valeurs, tu vois. Ok. Et tu commences par quoi, du coup? Naturellement, le foot américain? Exactement.
comme j'ai entre guillemets pas d'idée et j'ai envie de démocratiser le foot, c'est ma passion, j'aime le foot américain. Un sport si complexe. Voilà, c'est sport si complexe, s'il peut médiatiser en France, j'ai envie de créer une famille autour de ça, tu vois. Je trouve que le foot US, c'est quand même assez particulier parce qu'en dehors des clubs, des gens qui en font, t'as beaucoup de fans qui n'en font pas, qui regardent la NFL dans leur canapé tout seul le week-end. Et le fait de fédérer, rapprocher tous ces gens, bah, c'est cool, tu vois. Je me dis que j'ai apporté ma pierre là-dedans. Et ouais, c'est le foot américain, la base. Un peu de basket, parce que c'est mon deuxième sport favori, mais c'est quand même majoritairement le foot américain. Et toi, quand tu termines du coup les études, t'étais déjà rémunéré ou c'est purement création de contenu, solo, sans contrat, sponsor, etc. Donc j'étais déjà rémunéré par mes vues, j'avais des petits sponsors, mais one time, une vidéo. Et ça, c'est parce que j'avais pas encore trouvé mon format, ce que je propose vraiment, tu vois. Donc il y a des sponsors qui viennent, mais à chaque fois je change de concept. C'était pas nickel. L'audience, elle commence déjà à être un peu là. Mais du coup, j'avais quand même cette envie de bosser dans la vidéo et j'étais pas non plus une tête brûlée, je voulais quand même un filet de sécurité et ce filet de sécurité il m'est un peu tombé dessus. J'ai jamais pris un vrai job, si j'ai quand même signé un CDI, mais pour moi c'était une césure. En fait, fin d'études, j'ai juste le dernier semestre, je dois rendre un mémoire. Je me suis dit, après les études, il faut être indépendant, Samy, t'es obligé d'être indépendant. Donc, qu'est-ce que je fais pour tricher? Je prends une césure. La césure est censée durer 6 mois. Ouais. Elle a duré 2 ans. Du coup, la césure. Je prends une césure et lancement de projet pro. Tu vois. Je comptais lancer ma boîte à ce moment-là où j'allais prendre des clients, faire des vidéos pour des clients, des trucs où j'apparais pas, faire rentrer un peu de sous comme ça et continuer mes vidéos sur Internet. Et donc, je comptais faire ça. Et ensuite, je me pointe à un événement d'une boîte qui s'appelle Michel Augustin. Et je me pointe à leur événement. À ce moment-là, je faisais encore des vlogs de temps en temps sur ma chaîne perso que je postais presque pas. Mais voilà, c'était pour l'exercice, tu vois. Et donc, je vais à leur événement. Je fais un vlog de l'événement. Chance comme pas possible, le mec de la vidéo, de la boîte à ce moment-là, il se barre 48 heures après. Donc, la directrice marketing qui me voit en train de faire un vlog et j'étais venu, j'avais déjà un script de ce que je voulais faire, tu vois, genre je suis pas venu à l'événement et je fais non, je savais ce que je voulais faire, je prends des gars, j'organise mon truc. La directrice marketing, elle voit, elle fait ok, pas mal, tu peux nous sortir une vidéo dans 48 heures, sors-nous quelque chose dans 48 heures, tu me montres. Bien sûr, tu me mets un défi comme ça, pour moi c'est game day, ok, game day, tu me mets un défi comme ça, je te sors ma meilleure voix off, j'introduis les gens, j'introduis les personnages, et puis 48 heures après, ils le postent sur leur Insta. Je fais, quelle année ça 2016, 15, 16, 17, je sais plus. Franchement, il faudrait que je le ressorte. Non, on est plus tard. Oui, parce que je 2018. Okay. 2018. Ouais, voilà. L'événement s'appelait 3 jours pour entreprendre et c'était en 2018. Avec quel matériel ? Avec une petite caméra, j'avais commencé à investir. Au début, je démarrais avec mon téléphone. J'avais filmé avec mon téléphone pendant 2 ans. C'était quoi comme téléphone là, juste pour... C'était un OnePlus 3T, un Android. Vraiment, j'ai commencé comme tout le monde, tu vois. Ouais. Ensuite, j'ai investi dans mon premier petit Canon. Alors, pas des gros trucs, c'est un truc de poche. Et donc là, je filmais avec mon petit Canon. Et donc, 48 heures après, je lui sors une vidéo. Tu vois, j'ai sorti le mieux que je puisse. Il le poste sur Instagram. Je fais, ça sent bon, ça. 48 heures après, elle me rappelle. Elle fait, Samy, on peut discuter, etc. Et elle me propose un job. Tu vois, elle savait pas que moi j'étais encore en études, etc. Elle propose pas un stage, elle propose un job. Donc niveau filet de sécurité, niveau rémunération, c'était pas mal, tu vois. Moi je dis pas que je suis en césure et que je pourrais accepter un stage. À ce moment-là, je dis rien, tu vois. Elle me propose le job, elle me dit écoute, mon chef de la vidéo il se barre. C'est beaucoup de responsabilités, hein. C'est pas un stage, t'es le chef de la vidéo. T'as quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai 21, 22, à tout péter. 2018. On parle bien de Michel Augustin. Ouais, Michel Augustin, grosse boîte. Et à ce moment-là, ils ont la cote, tu vois. Genre, je redonne à César ce qui est à César. Le mec de la vidéo avant moi, c'est lui qui a fait tous les bangers qui fait que Michel Augustin était connu. C'est lui. Lui, il part. Grosse chaussure à remplir quand tu rentres, tu vois. Elle me propose ça et moi je lui dis, mon projet pro, je lui dis écoute, éventuellement, moi tu vois mes réseaux, éventuellement je vais vivre de ça. Elle me dit très bien. Elle me dit on est d'accord que tu n'y es pas encore. Je fais on est d'accord. Donc je prends un CDI chez eux en césure et donc ce CDI il a duré 8 mois où j'ai été le chef de la vidéo de cette boîte. Grosse chaussure à remplir, donc j'arrive et pareil, j'arrive.
Je lui montre, je filme avec ça. Elle me dit, tu sais filmer avec ça, en pointant tout le matos du vidéaste actuel, matos que j'ai actuellement maintenant, tu vois, mais c'est un step-up, tu vois. Il y a une carrière entre, entre lui et moi, tu vois. Canon Voilà, il y a une carrière entre ça et ça. 6, Je lui dis oui, je sais totalement. C'est faux. J'ai passé des nuits et des nuits à regarder des tutos à partir de là, tu vois. Ouais. Donc je prends le job et tu vois, grosse pression dès le début. Hein. Un mois après, j'arrive, salut Samy, on a une campagne sur Snapchat à filmer. Voilà, 30 personnes qui vont déguster notre bouffe. Tu vas les filmer, tu vas choper les meilleures réactions. On va en sortir des vidéos pour Snapchat et va avoir X centaines de milliers d'euros dépensés sur tes créations. Un mois après que j'arrive. Et big truc, après ça, je fais ma création, je fais mes trucs. Je sais encore même pas gérer le matos à ce moment-là. Et 48 heures avant la sortie de la campagne, quand tout le monde a validé ça, directrice communication, elle valide, directrice marketing, elle valide, t'as Augustin lui-même qui passe 48 heures, qui vérifie les vidéos, il fait ah ouais, ces 15 secondes dans la vidéo, je les aime bien, changez tout le concept autour de ça. 48 heures avant la sortie de la campagne. Et tu prends un coup de pression. Mais à ce moment-là, je me dis, ok, game day, vas-y, c'est parti. Et j'ai eu une approche avec ce job comme un entrepreneur. Je me suis pas dit, je fais mon 8-18. Non, j'ai eu une approche d'entrepreneur en mode, ok, s'il faut que je passe des nuits dessus, je passe des nuits dessus. Parce que je savais qu'éventuellement. Tu savais que c'était temporaire en plus. Je savais que c'est temporaire. Ouais, tu vois, éventuellement, je vais les quitter et je vais les quitter sur la meilleure des notes. Tu dois choquer la boîte. Moi, je veux partir et que pareil. Il y a une chaussure à remplir quand je parte. Et c'est ce qui s'est passé. On a passé 8 mois hyper intenses ensemble. On a kiffé. Je me suis formé. Je suis devenu très fort grâce à eux aussi. Ils m'ont challengé, tu vois, parce que c'est bien de créer dans son coin, mais avoir une marque et des gens qui te challenge, c'est cool. C'était où le siège siège là-bas ? Le siège, c'était à Boulogne à ce moment-là. Maintenant, ils sont ici à Mouino. Ouais. Et donc, voilà, dans le coin. Un petit peu moins cher. Voilà, exactement. Donc, dans le coin et ça m'a pas mal formé. Et ensuite, en parallèle de ce job, je prenais des clients à côté, en freelance. C'est ça que j'allais te demander. Exactement. J'ai mon auto-entreprise à côté où je commence à prendre des clients et je commence à le faire le week-end, je commence à poser des jours pour aller faire ces prestations. Je fais mes montages pour les clients le week-end et pour mes réseaux le week-end. T'as été payé combien ta première vidéo ? Ma première vidéo. Et pour quel type de contenu ? Première vidéo, j'étais encore à la fac. C'est pour ça que j'avais créé mon auto-entreprise à ce moment-là. Ouais. C'était un projet étudiant qui avait monté une application. Sauf qu'il y avait quand même un mec, un incubateur, tu vois, qui avait filé des sous, qui avait financé pour tout. Donc il a financé ma vidéo. Je l'ai faite pour 500 balles, mais pour 500 balles à ce moment-là, c'est 10 jours de travail. C'est payer des cacahuètes. Mais à ce moment-là, je veux juste un portfolio, tu vois. Je leur ai fait gratos. Moi, je sais que sur Internet, il y a le débat de tu travailles gratuit ou tu travailles pas gratuit, tu travailles militaire. Moi, j'ai travaillé gratuit pendant un bon moment pour me faire un portfolio, pour me faire des contacts. À partir du moment où tu es compétent, à partir du moment où tu sais ce que tu vaux, tu travailles plus gratuit et tu travailles plus pas cher. Est-ce que tu peux expliquer portfolio pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec un portfolio, c'est simplement un site web où tu peux dire salut, voilà, j'ai fait ça, tu vois. Et pendant un moment, mon portfolio, c'était seulement mes vidéos YouTube. Un CV imagé. Exactement, c'est juste un lieu où tu as tous tes fichiers vidéo, ou tes fichiers. Un graphiste, ce sera toutes ses créations qu'il a pu faire. Quelqu'un dans le podcast ou quelqu'un. Ou même. Une agence d'événementiel, elle a un portfolio, tu vois. Une agence d'événementiel, tu vas aller voir, salut, vous avez quoi dans votre portfolio ? J'ai fait tel festival, j'ai fait tel concert, j'ai fait tel truc, ça c'est nous. Donc moi j'avais besoin de portfolio à ce moment-là. Donc j'ai fait des projets mal payés. Donc oui, ma première vidéo c'était 500 balles, mais 10 jours de travail là-dessus, tu vois. Ok. Et donc à côté de chez Michel Augustin, je commence à prendre des clients, et l'objectif c'était simple, c'est est-ce que je peux matcher mon salaire pour pouvoir quitter la boîte, bosser moins, avoir des clients, bosser moins et avoir dégagé du temps pour mes réseaux. C'était combien si c'est pas indiscret à ce moment-là, le chef vidéaste le chef vidéaste à ce moment-là, ce qu'on m'a proposé, bon, j'ai pas le profil senior du mec qui vient de partir, donc je pense qu'il touchait plus. Moi, ils m'ont proposé 30K brut à l'année. Tu vois, 30K brut à l'année. Moi qui a carburé au stage à 554 € et 20 cents d'habitude, on propose 30K. Royal, incroyable. Je vis chez mes parents. Vas-y, on fonce. On fonce. Et à côté, je prends des jobs, je prends des missions. Et à partir du moment où je commence à stabiliser un petit peu, ok, je fais rentrer à peu près la même chose en freelance. Et ça, c'est des trucs, c'est pas des partenariats sur mes réseaux, tu vois, c'est que du freelance. Je me dis, ok, je peux quitter, je peux passer à autre chose et je peux ensuite commencer à dégager du temps pour mes réseaux.
Et c'était ça, la transition. Je me suis jamais jeté corps et âme dans l'entrepreneuriat, même si je savais que ça allait marcher. Il y a toujours eu un filet de sécurité pour moi. Un job et je bossais à côté. Ensuite des missions et je faisais mes réseaux. Il y avait toujours un filet de sécurité. Ouais. Tu vois. Et là, quand tu sors du coup de Michel Augustin, tu récupères quel type de clients? Dans le monde du sport ou toujours? Non, toujours pas dans le monde du sport. Secteurs différents. Toujours du corporate. Ça va faire des vidéos de mariage, ça va faire des jobs corporate. Je t'avoue que l'école de commerce, elle est utile là-dessus. Hein, j'ai beau casser du sucre sur le dos de l'école de commerce. Quand tu as 500 personnes que tu connais qui sont dans tous les milieux, quelqu'un a besoin d'une vidéo et c'est aussi l'atout d'être pas cher à ce moment-là. Tu vois. Eux, ils arrivent. Ils n'ont pas beaucoup de responsabilités dans leur job, mais donc quand on leur donne la responsabilité de faire un projet vidéo, on leur donne un peu des cacahuètes. Qui peut faire des vidéos pour des cacahuètes à ce moment-là? C'est Samy. Budget com et marketing, c'est pas le plus fourni en termes exactement. de budget. Donc, surtout quand c'est des juniors qui gèrent le truc, tu vois. Ouais. Je le sais selon l'intermédiaire que j'ai à ce moment-là. Quand j'ai en discussion directe le manager senior, je sais que le budget il est pas pareil. Ouais. Quand j'ai mon pote d'école qui gère ça avec moi, je sais qu'on doit s'arranger, quoi. Il est tout neuf sur le marché. Exactement. mais voilà, ça a été utile pour avoir des clients. Mais j'ai eu de tout et de rien. Tu vois, j'ai fait de la banque, de l'assurance, et tranquillement, ça m'a permis de dégager un revenu et de pouvoir bosser sur mes réseaux, faire mes vidéos de sport. Ok. Et là, du coup, à partir de, si on doit amorcer du coup période Covid et après. Ouais. Toi, à ce moment-là, 100% entrepreneuriat, ça se passe comment pour toi? Bon, la période Covid. T'arrives à en vivre? Le premier mois, il est difficile et parce que tous les clients ils arrêtent tout parce que c'est tellement flou, tu vois. Et c'est là où on remercie. Alors on peut casser du sucre sur le dos de la France, mais j'ai pu avoir bénéficié je sais même plus comment s'appelle cette aide pour les indépendants, mais j'ai pu bénéficier de cette aide pour les indépendants. Et du coup, aide pour les indépendants, j'ai créé comme pas possible pendant le Covid du contenu sur mes réseaux. Alors manque de chance, il y a beaucoup de créateurs qui ont pété sur les réseaux à ce moment-là, moi pas. C'est dommage. Ouais. Mais voilà, j'ai créé beaucoup sur les réseaux, je continue à entretenir ma communauté et ensuite sortie de Covid, je reprends des clients, mais tous mes clients ils ont mis en stand-by, ils sont revenus. Globalement ils sont tous revenus. Ouais. Et ensuite j'ai continué cette marche, client réseau, prendre de moins en moins de clients quand les réseaux commencent à me rémunérer, et aujourd'hui je suis à un ratio de 90-10, tu vois. Et c'est marrant parce que niveau création, à l'ancienne, je faisais du freelance et je m'adaptais à leur cahier des charges, leur charte, etc. Et sur les réseaux, je m'amusais, entre guillemets, je faisais du créatif. Aujourd'hui, maintenant que j'ai des formats beaucoup plus chartés, beaucoup plus carrés sur mes réseaux, le 10% de clients que je prends, c'est pour tester des nouveaux trucs, c'est pour m'amuser créativement, c'est pour, tu vois, et pour me rafraîchir un peu, tu vois, pas toujours faire la même chose. Et ouais. Et toi, quand tu te lances, tu bosses avec ces entreprises-là, tu postes beaucoup sur les réseaux. C'est quoi l'objectif pour toi quand tu te lances dessus? Quand je me lance... Est-ce qu'il y a un objectif dans 3, 5, 10 ans quand tu te lances sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, hein. Moi, je savais... Instagram, quand c'est apparu aussi, alors, le format adéquat. Au tout début, je me suis dit, ça va m'aider à choper des stages, ça va m'aider à choper des trucs. À partir du moment où j'ai vu qu'il y a une petite audience, hein, tu vois, 1000 personnes qui regardent, etc., je me dis, ok, il y a moyen que ça marche, il y a moyen d'en faire quelque chose. Et j'ai toujours été confiant qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Mais après, le fait de pouvoir toujours avoir un job à côté, des missions à côté, des trucs qui me font vraiment kiffer, hein, soyons honnêtes, j'aime le sport, mais j'étais pas malheureux d'aller faire ces jobs, tu vois. Et je me suis délié du fait de devoir monétiser mon business de mes réseaux. Tu vois. Ouais. Alors par rapport à d'autres créateurs qui font ça et que ça, et oui, quand tu fais ça et que ça, si tu as une réserve de cash et que dans 6 mois ta réserve elle va commencer à être un peu bizarre, tu dois monétiser. Donc moi j'ai pu me délier de ça, j'ai pu me dire, ça se trouve, tu vas vraiment faire ton revenu grâce à tes réseaux, ça se trouve c'est dans 3 ans, ça se trouve c'est dans 5 ans, ça se trouve c'est dans 7 ans, mais je me suis complètement délié de ça. Et c'est ce qui m'a permis de tester des trucs, tester. Parce que par exemple, au début, j'ai commencé à trouver un format où je pouvais être payé.
être intervenant de sport sur différentes chaînes, les paris sportifs, en effet, à ce moment-là, c'est ce qui paye. Je me suis rendu compte, ok, il y a un business model où je continue à faire mes analyses sportives et je passe dans des chaînes de sport, des petites émissions sponsorisées par des paris sportifs, je gratte des petits cachets à droite à gauche et j'aurais pu matcher mon salaire actuel et vivre de ça. Mais le fait d'avoir des clients que je kiffe vraiment, j'ai pu me dire, ok, c'est pas exactement ce que je kiffe, c'est pas exactement ce que je veux faire dans 5, 6, 7 ans. Continue à creuser, continue à chercher un format qui va te faire plaisir. Bah, j'ai pu m'éloigner de ça, tester autre chose. Et là, vraiment, j'ai trouvé mon storytelling vertical que j'aime et que je suis prêt à faire pour très longtemps. Tu vois. Et d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, t'es tout seul encore aujourd'hui là? 90% des trucs, je suis tout seul. Aujourd'hui, sur les tournages, je fais venir quand même des copains, des créateurs, des ceci, des cela, histoire d'avoir quelqu'un qui tient la caméra parfois. Sur le montage, je suis tout seul. Ouais. Ma patte sur internet, elle est si marquée parce que je pense que c'est vraiment ma vision, ma direction artistique et je suis tout seul et je sais pas si j'ai envie de monter une équipe. En tout cas, si je monte une équipe, elle sera fine, très, très légère. J'ai envie de garder un business très agile. Pour avoir échangé avec quelqu'un dans ton domaine, c'était le week-end dernier, il a voulu déléguer. Au final, il a vu que sa vision ne matchait pas, malgré la formation, malgré les briefs, malgré... Bon, j'en passe. Et au final, il est revenu au format d'époque, où il fait tout solo, parce qu'en fait, il sait que psychologie... Enfin, c'est tout bête, mais il m'a dit, l'humain, c'est le plus compliqué dans le business. C'est dès que tu dois gérer, manager, etc., c'est plus le même métier. En fait, c'est totalement faisable et tu perds de déléguer. La flamme. C'est totalement faisable de déléguer. Mais il faut qu'on se rende compte, on est créateur et tout, on fait des choses cool. À partir du moment où tu délègues, ça devient une entreprise. Ça devient une entreprise. Oui. Et une entreprise, il y a des erreurs de casting, il y a des erreurs de recrutement. Quand tu es un créateur pendant 5, 6, 7 ans, dans ton coin, dans ta tête, et tout est là-dedans, et le lendemain, tu dois briefer quelqu'un pour faire un truc, c'est normal que tu sois nul à briefer des gens. Moi, je suis hyper confiant. Pour moi, je suis un des meilleurs créateurs de France. Je te le dis les yeux dans les yeux, je suis un des meilleurs créateurs de France. Mais par contre, briefer quelqu'un pour faire ce que je fais, mais je sais pas le faire, je galère. Aujourd'hui, je fais des podcasts en live où je parle tout seul. Et dans ma tête, je me dis, je vais découper les meilleures parties et juste mettre les sous-titres et les poster. Mais même pour ça, je galère à briefer un gars. Des fois, je fais des vidéos d'athlètes où je leur mets le micro sur eux. Et moi, dans ma tête, mon montage, c'est juste, je mets les meilleures parties du micro sur le joueur, tu vois. Et j'ai déjà briefé des monteurs en mode, tiens, voilà le fichier, mets les meilleures parties. Mais ces meilleures parties contre mes meilleures parties, c'est le jour et la nuit. Mais ça veut dire que je sais pas briefer le mec. Toi, tu as ta vision marketing, avec ta patte, avec le monde que tu as créé. Si je lui dis un truc si simple et que ça fait sens pour moi, mais que ça fait pas sens pour lui, c'est pas sa faute. C'est moi qui sais pas briefer. C'est ça. Et donc ça, c'est une chose. Et de deux, non, j'ai aussi envie de garder une liberté. Comme je t'ai dit de base, l'envie d'entreprendre, c'est pas forcément l'envie de gagner des millions. Moi, c'est plus l'envie d'être libre. Et à partir du moment où tu montes une structure, tu montes du monde, c'est moins libre, tu vois. Là, je pars 2 semaines pour aller filmer des trucs aux US. Trop bien, je suis trop content. Tu as filmé quoi? Le Super Bowl, on y va pour le Super Bowl. Super Bowl, du coup, la finale de foot américain aux USA. Voilà. Et donc, je suis très content de le faire. Mais je me dis vraiment, si j'avais un stagiaire en alternant, là, il faudrait que je lui donne 2 semaines de trucs à bouffer, à bosser de son côté, parce que je peux pas le faire venir avec moi. C'est ce que j'allais dire. Ou l'embarquer. L'embarquer, c'est cool, mais le sujet, c'est que c'est toujours une galère d'accréditation. Ce que les entités adorent avec moi, la NFL, le Roland Garros, ceci, cela, c'est que Samy, il va venir, il va faire la prod tout seul, il a besoin d'une seule accred, il prend pas beaucoup de place, et c'est ça qui est cool. Alors que 90% des autres médias qui peuvent être un peu similaires à moi, ils viennent à 5-6, quoi. Ils viennent à 4, ils viennent à 5, et c'est con, mais vous prenez plus de place, les gars, c'est chiant. Ouais. Et donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, le sujet, faire rentrer quelqu'un en plus, c'est sûrement pour pas qu'ils viennent avec moi dans les tournages, quoi. Du coup, aujourd'hui, tu n'es plus en auto-entreprise, je suppose. Je suis en transition. Je suis actuellement en transition. Ouais. J'ai fait mes 2 années d'auto-entreprise et là, je suis en train d'ouvrir ma SASU actuellement. Donc voilà, je vais vivre cette partie de l'entrepreneuriat.
Qui est une nouvelle, Qui est qui est une nouvelle vie. qui est une dans nouvelle vie, l'entrepreneuriat. exactement. Le passage de l'un à l'autre, Peut-être que dans 6 mois, on se reparle et je te dis ce que c'est. Hein. faut juste avoir les billes. Faut avoir toutes les connaissances de ce que tu peux faire, pas faire, parce que c'est vrai que forcément, c'est plus un revenu. Hein. Là, c'est du revenu pour ton entreprise. Et du coup, si tu veux sortir l'argent, tu dois te rémunérer. Et se rémunérer, il y a de la charge. Ouais, moi, j'ai jamais eu de problème à payer l'URSSAF, la TVA, etc. Oui. Mais au début, en effet. Pour te développer, c'est. Au début, en effet, en auto-entreprise, le luxe de pouvoir. Ok, j'ai payé mon URSSAF, j'ai payé ma TVA. C'est mon salaire. Je peux me faire un virement direct chez moi. Au début, je faisais, attends, t'es sûr? Oui, c'est bon, t'as payé ton URSSAF, t'as payé ta TVA. C'est ce qui se passe. Bon, par contre, quand tu crées ta SASU, c'est autre chose. C'est ça. Mais tu parlais de liberté, tu verras que créer une SASU, parce que je suis sur SASU aussi, c'est une réelle liberté. Et comme je t'ai dit, quand tu connais, tu as toute la matière pour travailler dessus, développer, quelles charges tu peux mettre, etc. Ça devient ultra intéressant pour toi. Et derrière, après, c'est fait aussi pour développer un jour délégué. Ouais. Donc, tu pourras aussi déléguer sur la partie commerciale ou administrative aussi. Hein, ça peut être peut-être que sûrement administratif. Toi, ça a été quoi le plus grand défi dans ta jeune carrière d'entrepreneur? Le plus grand défi dans ma jeune carrière, je pense que ça a été de me trouver, en vrai. C'était plus de me trouver que quelqu'un qui m'a mis un obstacle sur la route. Je pense que, et j'essaie de l'adapter à d'autres entrepreneurs quand je dis ça, parce que je reste un créatif, tu vois. Je comprends que des gens disent c'est un artiste, il doit se trouver en tant qu'artiste. Mais je le renvoie aussi à plein d'entrepreneurs qui sont dans le business, dans le dur. Trouver ta proposition de valeur en tant qu'entrepreneur exacte, savoir la dire en une phrase et savoir vers quoi tu te diriges, ça c'est hyper dur. Et je sais pas. Aujourd'hui, tu fais... je te jure, j'allais faire l'exemple de... Je prends le mug et je t'en fais un business, mais quoi que tu vendes... Prenons sur toi, c'est plus simple. Toi, tu es le podcast. Il y a 1000 podcasts aujourd'hui. Trouver ta proposition de valeur. Disons que... Comment tu monétises un podcast? Tu es une plateforme de publicité, tu as des publicités, tu as des sponsors, tu as ceci, tu as cela qui veulent se placer sur ton podcast. Mais qu'est-ce que tu proposes de plus que les 1000 autres podcasts? Qu'est-ce que tu as comment tu définis toi? Et donc, je pense que dans l'entrepreneuriat, se chercher, c'est continu, tu vois. Ouais, c'est compliqué de mettre des mots sur un business. Exactement. Et même sur toi, parce que de base, ton entreprise est censée avoir ton ADN, finalement, tes valeurs, et t'en parlais tout à l'heure. J'en ai jamais parlé publiquement. Je sais pas à quel point mes parents veulent rester dans l'anonymat, mais j'ai vu mes parents aussi se chercher dans leur entrepreneuriat aussi. Ils sont dans l'agro, ils ont commencé dans le laitier, ils ont commencé à tester autre chose, puis autre chose. J'ai bossé dans leur entrepôt. Hein. Quand j'étais au lycée, j'allais bosser dans leur entrepôt. Donc j'ai vu des produits totalement différents qui commençaient à rentrer, etc. Et ça fait 20 ans. Hein. Et seulement depuis 3-4 ans, je vois qu'ils se sont vraiment trouvés sur leur proposition de valeur. Ça en fait pas. Pareil, moi, dans les vidéos, si tu reprends mon business de freelance où j'apparais pas à la caméra, je fais des vidéos corporate, j'ai commencé à un peu me trouver. Ça, je fais pas. J'avais trouvé les outils pour que mes vidéos soient le plus rapides à monter, les plus efficaces, les plus intéressantes, et que pour le client, ça apporte le plus de valeur. Et donc, j'ai commencé à refuser certains projets parce que non, ça, je fais pas. Ça, je fais pas. Tu vois. Et demain, si je devais recréer un business de vidéo où j'apparais pas du tout, je sais que ma proposition de valeur serait la suivante. Je te dis mon business model, si jamais tout tombe à l'eau, c'est ça mon business model. Je deviendrai un vidéaste sur les salons. Je vais filmer des entreprises qui aient leur testimonial salon. Je leur fais leur vidéo de 1 minute et elle sort sous les 48 heures. C'est ça ma proposition de valeur. Tu as ton salon, je te fais prendre la parole, le chef de projet du salon, il prend la parole, je montre les 3-4 actualités que tu as besoin de montrer, et ta vidéo, je te garantis, elle sort en 1 minute, optimisée pour LinkedIn, et elle sort dans 24-48 heures. Et l'effort d'avoir trouvé ta proposition de valeur en tant que business, je trouve que c'est le plus dur. Tu vois. Et donc me trouver moi sur mes réseaux, maintenant c'est quoi ma proposition de valeur? C'est je m'appelle Unseen Samy sur les réseaux, je te montre le monde du sport comme tu ne l'as jamais vu à travers des vidéos verticales qui te racontent des gens dans le monde du sport qui changent le monde du sport avec ou sans maillot. Point. Je l'ai même fait long. Là j'ai trouvé l'ongle. Ouais, en plus on a capturé ça là, donc ça pourrait être réutilisé. Donc se chercher, je pense que c'est ça le plus dur. Ouais, toi t'es quel podcast, tu vois, par exemple? Bah oui, non mais c'est tout bête. Moi par exemple quand je te parle du podcast, moi, c'est démocratiser l'accès à l'insertion pour tout un chacun, tu vois. C'est déjà très bien. Non, je m'arrête là parce que j'ai commencé là.
là, petit à petit, tu vois, je suis en train de retravailler un peu le branding parce que je sens quand même que, notamment sur LinkedIn, les gens, et j'ai pas mal de monde sur ce réseau-là, doivent comprendre du coup la genèse du coup du projet et surtout la finalité pour moi. Ouais. Hein, tu écoutes mon podcast, quel que soit l'épisode, on est censé comprendre du coup c'est quoi la finalité après l'écoute. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de podcasts où ça monte des épisodes. Après, bon, je ne veux pas critiquer, tu vois, mais parce qu'il y en a qui m'inspirent, il y en a pas du tout. Tu vois quand il y a des podcasts qui lancent des podcasts parce qu'il faut lancer un podcast. Tu le vois. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai lancé en septembre, c'est déjà très tard. Parce que depuis période Covid, moi, je trouve que ça a explosé en France, parce que c'est connu aux États-Unis depuis déjà 10 ans. Ouais, mais que ça soit dans le contenu ou dans des business, c'est jamais trop tard de lancer un bon business. C'est ça. Mais du quand coup, tu quand lances je lance un bon en septembre, truc, je sens que je suis un parmi tant d'autres. Tu vois. Et quand j'arrive, du coup, début janvier, je vois un nouveau podcast sur Apple Podcast, notamment, où tu peux voir la liste des nouveaux qui débarquent, etc. Je me dis, purée, il y a du monde. Hein. C'est pas mon domaine. Parce que moi, à la table de l'insertion, du coup, les gens comprennent. Tu vois que j'invite quelqu'un pour qu'il parle de comment il s'est inséré, que ce soit de l'entrepreneuriat ou pas, mais décortiquer un peu le process. Et, mais il y en a plein, c'est dev perso, c'est trouver la lumière, etc. Ce que je respecte, parce que c'est mon domaine. Je suis dans le coaching dev perso de base, la PNL, prépa mentale, etc. J'ai commencé comme ça. Et finalement, je respecte ça, mais à l'écoute, et j'en écoute. Hein. C'est un peu trop large, c'est dur de tomber dedans. Quoi. Non, mais par exemple, le son, déjà, tu vois, c'est quelque chose qui peut te freiner. Et tu sens quand il y a un micro Shure ou qu'il y a un téléphone ou un micro-cravate. Bien sûr. Et c'est pas forcément adapté. Et c'est bien parce que tu as anticipé la question, comment tu construis ton branding. Tu y as répondu. Là, tu vois, on arrive vers la fin de mes questions, donc plutôt la fin de l'épisode, en tout cas on n'en est pas loin. Conseils pour durer sur les réseaux sociaux. C'est pas facile, hein. Ah oui. C'est vraiment pas facile de durer. Et j'avais vu sur internet, ça me fait marrer quand des gens balancent des stats dans des podcasts, tu sais jamais si c'est bullshit ou pas, donc moi je donne plus de chiffres. Les mecs qui disent 73% des mecs, j'ai aucune idée du chiffre. Mais j'avais vu passer une data et en tant que créateur, je suis sûr que c'est vrai, tu vois. Que genre 50% des créateurs sur internet durent moins de 3 ans, tu vois. Parce que c'est si dur de se renouveler. Et moi, je le compare encore à des sportifs. Quand j'ai vu ce chiffre, 3 ans, en fait, un sportif pro, la carrière moyenne, je te parle de la carrière moyenne d'un mec moyen, c'est aussi 3 ans. Parce que tu as tellement de jeunes qui viennent, qui essaient de remplacer. Donc en fait, on est dans un sport. Tu vois, on est aussi dans un sport. La carrière moyenne, elle est courte. Donc il faut que tu le saches. Pour la majorité des gens, tu vas venir, tu vas avoir ton petit moment. Et après, ça va s'effriter. Et dans 3 ans, tu dois sans cesse renouveler, innover, etc. Voilà. Sinon, tu passes à la trappe. Il faut toujours innover. Il faut toujours. Et c'est ça que je dis. Je vois beaucoup de créateurs qui marchent, qui arrivent sur Internet et qui marchent grâce à un format. Un moment sur Internet où l'algorithme te favorise, un moment où c'est le bon format, où c'est la bonne chose. Et ce que je dis à tous ces créateurs, c'est bravo. Tu as créé ton audience, tu as de la place, il y a des gens qui t'écoutent. Est-ce que tu as un deuxième punch ? Tu vois, je prends vraiment je compare vraiment ça à la boxe. L'entrepreneuriat et même plus la création sur Internet, les réseaux, je prends ça comme un combat de boxe. Est-ce que tu as un deuxième coup de poing ? Tu as un coup de poing qui marche bien, l'algorithme il te favorise, ce truc qui marche bien. Quand le mec d'en face, que ce soit entre guillemets l'algorithme ou l'audience, j'aime pas dire l'algorithme parce que ça part un peu comme le grand diable, mais l'audience, simplement l'audience. Quand l'audience veut plus écouter la même chose que tu dis de la même manière tout le temps, est-ce que tu as un autre coup ? Est-ce que tu as un autre truc ? Est-ce que tu sauras t'adapter ? Est-ce que tu sauras t'adapter à la réponse d'en face ? Moi qui suis dans le sport, les gars, après un match, on adore débattre de... quand on voit un match à la télé, on adore débattre de... Ah, l'équipe, elle a fait ça, l'équipe d'en face, elle a fait ça. Ah, l'équipe, ensuite, elle n'a pas su répondre. Est-ce que toi, tu sauras répondre, changer, adapter, tourner un truc ? Et ça, c'est la chose la plus difficile. Avec un ami, Victor, que j'aime beaucoup, on faisait des talks pour TikTokers. À la sortie de 2020, on voit qu'il y a plein de TikTokers qui pètent et qui
ils savent rien de la création, ils sont perdus. Les mecs, ils ont des millions d'abonnés et ils savent pas les monétiser, ils savent pas en faire une carrière et ils savent pas quoi faire, tu vois. Et il y a beaucoup de vautours qui tournent autour de ça pour essayer d'en profiter. Et donc nous, on essaie de faire des talks pour essayer de les guider, pour essayer de ceci, cela. Mais ces talks, le premier, il y a 500 TikTokers dans l'audience. 6 mois après, il y en a 300. 6 mois après, il y en a 160. 6 mois après, on est 100. Tu vois, et c'est simplement parce que c'est si dur de se renouveler, c'est si dur d'avoir un deuxième punch. Donc pour moi, c'est la patience. C'est la patience, c'est tenter des nouvelles choses. C'est quand tout va bien, aussi chercher ce qui peut être différent. Tu vois, aujourd'hui, moi, tout va bien avec mes vidéos verticales. Mes vlogs verticaux, tout va bien, les gens le kiffent. Ok, mais d'ici 2 ans, peut-être que ce format, il marchera pas. Donc il faut que je garde toujours en tête qu'est-ce que j'ai comme autre atout, qu'est-ce que j'ai comme autre format que je peux proposer. C'est pour ça je teste le live, je teste autre chose, tu vois, je teste le podcast, je pense à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que j'avais fait à l'ancienne qui peut être réutilisé, qui peut être changé, qui peut être twisté. Il faut avoir des outils dans sa boîte à outils et c'est que comme ça que tu survis. Juste, il faut rester dans le ring, quoi. Merci à toi pour tes mots et toujours avec... Ouais, je pense que c'est un trait de ta personnalité, tu vois, t'es vif. Ouais, j'essaye. Et même quand tu parles aussi, t'as un débit, on a envie de rester, et je pense que les gens qui nous écoutent... Je pense qu'Internet a totalement changé ma manière de parler. Je le sens, il y avait un Samy avant Internet et un Samy après Internet. Et avant voix off et après voix off. Aussi. Ouais, non, mais on peut parler en sérieux, je peux plus envoyer... Je suis célibataire. Ouais. J'utilise les applis de rencontre. Je match avec une nana sur les applis de rencontre. On passe ensuite sur Instagram. Je sais que je peux pas envoyer un vocal aux nanas parce que je sais que mon timbre de voix habituel dans mes vocaux, alors je fais pas la voix off de moi qui fais une vidéo, mais mon timbre juste normal de mes vocaux, les meufs se disent non, lui il envoie trop de vocaux, il doit envoyer des messages à 1000 meufs parce qu'elles savent pas mon métier. Ouais. Et donc je te jure que plusieurs fois j'ai reçu des meufs qui non, toi t'es trop à l'aise dans tes vocaux, ça se voit que tu dragues trop de meufs. C'est même pas vrai. Alors que avant de te voir sur les réseaux. C'est même pas vrai. Ouais. Mais donc c'est pour te dire, je respecte tellement le temps des gens aujourd'hui que je parle vite, j'essaye d'aller droit vers mes mots, droit vers mes trucs. Aussi. Exactement. Mais Internet a totalement changé ça. Ok. Intéressant de le savoir. Il me reste 2 questions pour toi. Vas-y. C'est quoi l'événement rêvé pour lequel tu aimerais être missionné ? Mon événement rêvé, c'était le Super Bowl et j'ai pu cocher cette case l'année dernière. C'est pour ça que je suis un enfant du football américain, donc aller là-bas, avoir été accrédité. Encore une fois, je n'étais pas accrédité pour tout le match. J'ai pu rentrer par la petite porte, etc. Mais c'était déjà incroyable. Je vais y retourner du coup dans 2 semaines. Ça, c'était mon truc rêvé. Et je t'avoue que après ça, il y a eu une petite rechute. Quand je suis rentré, j'étais en mode OK. Parce que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis dit si ça marche, c'est ça mon goal. C'est ça mon goal numéro 1. Ouais. Et quand je suis arrivé, je t'avoue qu'il y a eu une redescente un peu de maintenant quoi. Tu vois, genre... Moi, je fais mes vidéos dans mon coin et il n'y a plus rien qui m'excite. J'ai toujours été très, 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 très touché par le fait d'avoir une North Star, tu vois, d'avoir un objectif loin, loin, loin. Maintenant que j'ai touché, je suis en mode, ouais, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et clairement, ça a été une bouée de sauvetage que d'apprendre que, tiens, en fait, on a les JO à Paris. Ouais, ça peut être cool de découvrir ça. Donc c'est mon nouveau goal, tu vois, c'est d'arriver, pas un sport en particulier, parce que je me suis détaché maintenant des disciplines, je suis plus dans les histoires du sport, et je veux raconter la meilleure histoire, les meilleures histoires, les trucs les plus inspirants dans le monde du sport. Et donc je suis pas attaché à un sport, et c'est ce qui me permet aussi de me détacher des accréditations, parce qu'en gros là je vais tout faire pour essayer de me greffer à ce qui se passe autour de Team USA sur le basket, parce que oui, j'ai envie de voir ça, c'est ça qui me ferait rêver, surtout qu'ils vont faire venir toutes les grosses stars, cool, qui seront plus là sûrement dans 4 ans donc, exactement, mais moi c'est plus l'histoire qui m'intéresse, avoir LeBron James pour un truc nul, ou avoir l'intendant de la Team France qui s'assure que tout le monde a ses chaussures de basket, mais je passe 48 heures avec lui et j'apprends des dingueries avec lui, je préfère avoir l'intendant. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas souligné pendant surtout notamment au début de l'épisode, tu fais aussi tout corps de métier dans le monde du sport, et pareil, tu vulgarises ça en 1 minute chrono en main, et je vous invite à le suivre. Je vais vous laisser de toute façon les différents Insta, et du coup aussi Samy explique, ouais, exactement, qui décortique et vulgarise aussi, mais sur un contenu à part.
Dernière question, Samy. Dans 10 ans, tu te vois où? Non, mais c'est dur ces questions. Pourquoi tu me poses des questions dures comme ça? Dans 10 sais ans, que tu as des goals, etc. Elle a vu que le Super Bowl, tu as coché la case par excellence. Là, dans 10 ans, 38 ans, Samy. Ouais, mais le monde, il change. Le monde, il change tellement. Franchement, j'étais du genre à faire des 10-year plans comme ça à l'ancienne. J'aimerais bien voir mon 10-year plan d'il y a 5 ans. Il ressemble pas du tout à ma trajectoire, je suis sûr. Et le monde change tellement. Et donc la seule chose que je peux te dire, c'est je sais que Internet va changer et que je ferai pas ce que je fais aujourd'hui dans 10 ans, ça c'est sûr. Sûrement même pas dans 5 ans. Peut-être que je prends un peu plus de hauteur, peut-être que je fais venir des jeunes. Et pareil, hein, tu sais, aujourd'hui j'ai 28 ans, faire le mec de 28 ans qui vlog au Super Bowl ou qui vlog à Roland-Garros ou qui vlog aux Jeux Olympiques, c'est faisable. T'es jeune, tu peux le faire. 40, 45, 50 ans, peut-être qu'il y a un marché, hein, peut-être qu'il y a un marché pour voir un vlogueur de 50 piges, mais peut-être que je serai un gros has-been à ce moment-là si je fais encore ça. Donc, on sait pas. En tout cas, pour le moment, je m'étais dit, ouais, je fais encore ça 1 an, 2 ans, et ensuite on voit la suite. Aujourd'hui, je suis bien, tu vois, dans ce que je fais. Genre, je prends du plaisir, ça marche plutôt bien, les marques aiment bien et l'audience aime bien, donc j'ai revu ce plan de dans 2 ans, je fais plus ça. Non, ça se trouve, dans 5 ans, je fais encore ça. Peut-être pas dans 10, mais là, actuellement, je suis bien dans mon format et je vois beaucoup de carrières d'entrepreneurs ou de créateurs qui trouvent un peu cette zone de croisière, cette vitesse de croisière. Alors, j'ai une vitesse de croisière qui est quand même intense parce que je sors des vidéos presque tous les jours, mais ce rythme de croisière, je vois beaucoup de créateurs la trouver. Sauf qu'ensuite, ils sortent de ça. Ah non, faut que je fasse autre chose. Alors oui, moi j'ai dit avoir un deuxième punch, avoir des trucs, mais il faut pas sortir du bateau, faut pas sauter du cheval trop vite. Quand t'es bien, quand ça se passe bien, là j'ai trouvé un univers où je suis bien, où je suis prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que, ok, là je vois vraiment un mur, l'audience elle répond plus pareil, je prends plus autant de plaisir, et tu dois il faut innover. Mais là je suis prêt à rester encore un petit moment là-dessus. Après, dans 10 ans, je veux quand même que ça soit moins énergivore ce que je fais. Tu délègueras du coup. Je pense que je déléguerai ou je fais quelque chose de totalement différent. Si j'ai toujours cette envie de liberté, ça se trouve, je lance mon podcast familial. Ça se trouve, je me mets dans le stand-up. Ça se trouve, le business, parce que derrière, si t'as vraiment pété d'un point de vue chiffre d'affaires, derrière, ça peut développer en toi une envie d'investir. On se le souhaite. De faire ci, de faire. On se le souhaite. Et du coup. Mais pas de plan en mode je veux continuer dans le monde du sport, je monte une agence, je fais venir des gens. Non, c'est vrai que j'ai oublié une donnée dans ma question, c'est que le monde dans lequel tu es, l'univers dans lequel tu es, il se modifie, il change. Là, depuis 2020, tu vois, l'intelligence artificielle, etc., ça permet de faire des choses incroyables. Ouais. Et du coup, ça peut empiéter petit à petit. Moi, j'ai pas peur de le dire. Oui, c'est totalement possible que je suis remplacé par une IA dans 4-5 ans, tu vois. Bah oui, c'est pour ça. Moi, ce que je fais reste simple à l'œil d'une technologie. Une technologie peut très bien faire ce que je fais. Alors moi, j'ai ma patte, j'ai mon truc pour essayer de me différencier. Mais des vidéos d'histoire de sport, c'est facile à faire avec une IA. J'avais ça en tête comme projet, sachant que je m'éloigne un petit peu de la NFL. J'avais en tête de créer un média 100% IA qui raconte des histoires de NFL, pas de l'actualité, des histoires. Ça c'est un projet, j'ai jamais pris le temps de le faire, mais oui, ça c'est totalement faisable. Moi je vois les outils aujourd'hui qui existent. Créer un média entier qui raconte des histoires de sport passées. Tu vois, moi j'aime les histoires de sport intemporelles, tu vois, donc raconter, imaginons l'histoire de tel joueur, telle rencontre avec tel coach a changé sa vie, tu vois, un truc comme ça. Demander à l'IA de se nourrir de 100 ans d'histoire et te les sortir en vidéo verticale avec les vidéos qui vont bien, c'est faisable, tu vois. C'est un projet que j'ai en tête, bon, je prends pas le temps de le faire. Et que tu auras le jour où tu auras ce fameux temps. Peut-être. Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Exactement. Merci à toi, Samy. Merci pour l'accueil. J'espère que j'étais à la hauteur. Bah écoute, je pense que oui, sincèrement. Sincèrement, parce que, encore une fois, ta cadence, etc., on ressent ta productivité aussi dans le travail, dans la vie de tous les jours. Et merci pour ça. Je reviens à vous, la famille. N'hésitez pas, encore une fois, à donner de la force sur Spotify, sur Apple Podcasts, Deezer, en mettant un commentaire, un j'aime.
un avis, du partage, aussi sur YouTube. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, vous le savez, hein, ça nous permet de toujours un peu plus pousser les invités, leur profil et leur parcours inspirant. Et sans ça, on n'est rien. Donc, merci à vous et je vous dis à très vite, la famille. Ciao, ciao. Salut.